Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Casque et la Plume, le format de débat du Collimateur, j'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Rim Momtaz, rédactrice en chef de Strategic Europe, la plateforme en ligne de la Fondation Carnegie Europe. Bonjour Rim. Bonjour. Et ensuite Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Bonjour Elie. Bonjour Alexandre. Et on pense évidemment à Ulrike Franck, qui n'est pas avec nous cette fois en raison d'un heureux événement récent. Évidemment, encore toutes nos félicitations et on espère la revoir parmi nous bientôt. On pense aussi d'ailleurs à Olivier Schmitt, mais lui il n'a pas eu d'enfant, il est juste toujours au Danemark. Qu'on sache, mais bon, enfin, alors, j'espère qu'il repassera. Il est en embuscade, il attend Usha Vance au Groenland. Voilà, ça va pas être facile. Bref, j'espère qu'il repassera par Paris un de ces jours quand même. Bref, on n'est que trois aujourd'hui pour parler de la très grosse actualité européenne en ce qui concerne le monde de la défense, qui est le White Paper de la Commission européenne, publié mercredi dernier, le 19 mars. Comment on traduirait ça ? Un livre blanc, oui. Oui, ouais. Enfin, même si ça correspond pas au livre blanc tel qu'on les connaît en France. C'est ça ressemble pas exactement à un livre blanc de la défense, c'est pas le même format. Une feuille de route, c'est plus une feuille de route en fait. Ouais. Mais eux, ils l'appellent White Paper. Oui, c'est ça. Et puis, de manière intéressante, le document n'a pas été traduit en français. Enfin bon, bref. Pour l'instant. Donc, qui ne décrète pas, c'est pas l'exercice, c'est pas vraiment le rôle de la Commission sur la défense, mais disons énonce, dessine, préconise tout un certain nombre de choses pour la défense européenne et la défense des pays européens, avec cette idée que, je cite, si nous continuons sur la même voie, nous finirons diminués, divisés et vulnérables, que, je cite encore, l'histoire ne nous pardonnera pas l'inaction, et que donc, dernière citation, le moment est venu pour l'Europe de se réarmer. Alors c'est un document qui est assez court vu l'immensité des enjeux, 23 pages, c'est court par rapport à un livre blanc français, disons, qui est très riche. Je dirais pas qu'il se lit très bien, il faut aimer le style littéraire un peu aride pour être charitable des institutions européennes et avoir une certaine passion pour les acronymes, pour se cogner tout ça, et je vais dire honnêtement qu'à la page 20, j'étais content que ça s'arrête bientôt, mais enfin, c'est un document qui est vraiment intéressant, probablement important. Enfin, espérons qu'on puisse un jour se retourner sur ce document en se disant qu'il s'est passé quelque chose d'important à ce moment-là, qui dessine à la fois une orientation générale, qui est le réarmement, et des suggestions concrètes qui dépendent plus ou moins directement des institutions européennes, qui sont donc pas que des vœux pieux à appliquer pour les autres, y compris de manière très directe au sujet de l'Ukraine. Alors pour commencer, peut-être une impression globale sur ce que vous avez pensé du document. Je ne sais pas qui veut commencer. Elie ? C'était un document attendu, dans une séquence à la fois en termes de documents cadres déjà assez chargés. On avait eu la boussole stratégique en 2022, on a la nouvelle commission, il y a des textes qui se multiplient, Rearm Europe, etc. Donc ça fait un peu écho, mais en même temps, c'était censé être le premier document du premier commissaire à la défense de la Commission européenne, Andris Kubilius. Donc il y avait un travail, en même temps ça a été fait, ça a été critiqué, on ne va pas revenir là-dessus, comme d'autres revues stratégiques un petit peu dans la hâte. Ils avaient 100 jours pour le faire après la nomination de la nouvelle commission. Donc il y avait pas mal de gens qui disaient ça va être raté, ça va être bâclé, etc. Finalement, moi je trouve que le document avec toutes ces limites finit malgré tout coche les cases et pose les vraies questions. J'ai particulièrement apprécié, et honnêtement quand on compare à un document comme la boussole stratégique qui était quand même un peu éthéré, un petit peu hors sol, qui semblait déconnecté, écrit avant l'Ukraine mais publié après. Surtout qu'il y avait la boussole stratégique, je me souviens, j'en avais fait une émission avec Tara Varma et Olivier Rémy Bell, je crois à l'époque. Ouais. Il y avait vraiment un truc de plus petit dénominateur commun, très Exactement. Clair. C'était vraiment, voilà ce sur quoi on ne s'engueulera pas. Voilà. Et bon, donc il y a la Russie. On retrouve oui, de sûr. temps en temps des phrases où on voit bien que c'est tel État membre ou tel autre qui s'est absolument battu pour obtenir des formes d'opt-out, etc. Mais globalement, le document me semble quand même à la hauteur des enjeux, même si encore une fois on peut toujours critiquer. Le point particulièrement intéressant, c'est que pour la première fois finalement, on a un document produit par les institutions européennes qui pose la question de la défense collective, qui était historiquement
le rôle de l'OTAN. Et finalement, tout ce qu'on faisait en termes de défense au niveau de l'UE, c'était les 5000 hommes du corps de réaction rapide pour faire des opérations expéditionnaires, du maintien de la paix, de la gestion de crise, dont on voyait bien de plus en plus le temps passant que, en fait, elles avaient qu'une perspective ou une crédibilité extrêmement réduite. Et là, pour une fois, ils disent, bon, on a un problème de sécurité collective, de défense collective en Europe. L'OTAN reste le cadre pour le faire, mais l'Union européenne va pouvoir y contribuer en augmentant la readiness, ils disent, donc c'est-à-dire le niveau de préparation. Et ça, on va rentrer dans le document, mais c'est, à mon avis, l'apport principal, c'est la première fois qu'on a un document UE qui nous parle de la défense de l'Europe. Et pas seulement de la défense sécurité européenne, et pas de la sécurité. Et pas de la sécurité, un truc un peu métaphysique sur les menaces multiformes, etc. Rim, non mais parce que en plus maintenant c'est un peu votre day-to-day à Strategic Europe, c'est littéralement c'est un média du milieu bruxellois et de ces questions-là de défense pour le milieu bruxellois. Donc c'est dire qu'à la rédaction ça devait être un peu attendu ce white paper. Oui, c'était très attendu et puis j'avoue, étant très sceptique sur ce genre d'exercice de la part de la Commission européenne, j'étais assez agréablement surprise. Je trouve que pour une fois la Commission européenne commence à trouver son créneau en ce qui concerne la défense et les questions de défense, et ça c'est vraiment bien. J'ai l'impression qu'ils sont en voie de régler, je ne sais pas si ce sera une fois pour toutes, mais de régler un peu leur complexe par rapport à l'OTAN. J'étais vraiment agréablement surprise de voir combien ils font référence à l'OTAN sans sentir la tension qui a toujours existé entre l'Union européenne qui essaye de se faire un trou sur les questions de défense en Europe et l'OTAN qui restait l'alpha et l'oméga. Donc je trouve que c'est un très bon début. Il y a des choses très positives et puis bon, il y a quelques points qui ne sont pas peut-être au niveau ou bien qu'il faudra améliorer, mais on rentrera là-dedans, je suis sûre. Justement, on peut peut-être rentrer dans le détail et noter, alors je vous ai proposé de noter, parce que c'est ça qui est intéressant, il y a des trucs qui sont vraiment concrets, c'est pas de la philosophie. Ouais. Comme l'était la boussole stratégique. Exactement. Là, il y a, ça on peut le faire, ça relève de nous. Évidemment, les États membres sont toujours souverains pour leur défense, on leur réquisitionnera pas des soldats pour les envoyer au front, mais ça, on peut guider, et si tout le monde participe, ça va marcher assez bien, assez vite, parce que ça, c'est ce qu'on sait faire en tant que commission, c'est coordonner, mettre en mouvement les énergies. Alors, peut-être... C'est ça, je pense que c'est le point de départ et l'angle, avant de commencer, c'est cette notion de Readiness 2030, donc être en état, avoir une Europe qui soit prête à se défendre essentiellement seul, même si on pourra y revenir des choses sur le transatlantique et le fait qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, etc. Non, mais bon, disons que globalement, dans le document, le Canada a à peu près le même volume que les États-Unis. Donc, c'est aussi un petit signe, quoi. Exactement. Voilà, mais là encore une fois, on peut que se féliciter du fait que on n'a pas de politique de l'autruche, ils font pas comme si rien ne s'était passé, ils entendent, oui, les choses vont changer et on doit être prêt pour 2030. 2030 c'est 5 ans, donc c'est très rapide là aussi par rapport au système européen qui a l'habitude de négocier pendant 2 ou 3 ans un cadre financier multi-annuel de 7 ans. Dites-vous que 5 ans là, à horizon 5 ans, et d'ailleurs ils font déjà des amendements au MFF actuel, donc au Multi-Year Financial Framework, c'est-à-dire ce budget de l'Union européenne qui est négocié très longuement et qui sur un cadre de 7 ans. 3 points Attends, on va faire des tours de table. Donc déjà, peut-être celui qui vous est apparu le plus saillant, le plus intéressant, en vous lisant, vous dites « Ah, super que ce soit dedans ». Le premier point, je dirais, c'est cette question des gaps capacitaires, des trous capacitaires, qui était connu, qui est regardé de manière assez honnête, tout en étant relativement large. Après, on peut discuter de la liste qu'ils font, mais ils identifient des priorités
en disant il faut absolument que l'Europe est sous-dimensionnée en termes de capacité sur un certain nombre de points et il faut travailler là-dessus. Donc ça donne une forme de feuille de route capacitaire sur le développement capacitaire. Ça, je veux dire, je vais les citer. Donc il y en a 7. Missiles, défense antimissile, défense antiaérienne, système d'artillerie, munitions et missiles, drones et systèmes anti-drones, mobilité militaire, le quantique, le cyber, l'électronique et l'IA. Et enfin, les strategic enablers et la protection des infrastructures. Moi, j'apprécie l'idée qu'il y ait une liste. Après, la liste est critiquable et ils mettent des choses ensemble qui sont pas du tout de même niveau. Et ça, c'est plus une critique. C'est-à-dire qu'en fait, on a des systèmes anciens qu'on a pu ou qu'on a en très faible quantité, donc la question de l'artillerie par exemple, on avait 10 fois plus d'artillerie en Europe qu'aujourd'hui, on s'est débarrassé des tubes, aujourd'hui il faut les redévelopper, c'est pas un problème technologique, c'est un problème industriel, c'est un problème financier, c'est éventuellement un problème de formation des servants, voilà, c'est pareil pour la guerre électronique. Mais en revanche, dans Artillery System, ils mettent Deep Precision Strike, donc c'est-à-dire des systèmes de frappe dans la profondeur, dans laquelle, là, pour le coup, on a du missile balistique potentiellement, et ce sont des choses qu'on n'a pas encore. Guerre électronique, c'est pareil. La guerre électronique, on avait fait une émission ensemble, il y en avait pendant la guerre froide, on s'est débarrassé des compagnies de guerre électronique, il y en a pratiquement plus dans les forces armées, notamment dans les forces terrestres en Europe, mais ils mettent l'IA et le quantique, quantum et le cyber dedans. Alors il y a des liens qui peuvent exister entre cyber et guerre électronique, mais mettre AI et quantum dedans, il faut investir dans l'IA et dans le quantique, mais je dirais pas que c'est des trous capacitaires. Donc voilà, ça c'est un peu les... il y a des questions de technologie dual qui sont là-dedans. Ils mélangent un peu les choux et les carottes. Rim, première priorité qui vous a paru intéressante? Alors juste avant ça, c'est intéressant parce que j'ai trouvé que ce qu'il raconte sur les gaps capacitaires, c'était à la fois positif, mais aussi négatif, et je suis sûre qu'on reviendra là-dessus, juste parce qu'en fait, il y a un vrai problème au niveau de l'Union européenne et au niveau des 27 de détermination, par exemple, des menaces critiques auxquelles tout le monde fait face. Il faut se rendre compte qu'il n'y a pas de vrai policy planning au niveau UE et au niveau des 27. Il n'y a pas un vrai mécanisme pour que les 27 pays partagent entre eux leurs évaluations des menaces critiques. Et puis surtout, on s'est rendu compte depuis la guerre en Ukraine que même dans le cadre de l'OTAN, ils, par exemple, ne partagent pas leur niveau de stock, leur niveau de capacité réellement. Donc moi, j'ai une grosse question sur comment est-ce que l'UE va faire alors que l'OTAN, qui est une alliance militaire, depuis plus de, je sais pas moi, 75 ans, ne l'a pas et n'a pas ce mécanisme. Donc, pour moi, ça c'est une vraie question qui est ouverte. Je suis pas en train de dire que c'est nul, mais je dis que là, il va falloir qu'ils apportent une réponse pragmatique et pratique assez rapidement. Encore une fois, je pense que c'est là où c'est intéressant cette notion de readiness, c'est-à-dire en gros le travail de l'UE, ça va être de faire en sorte que les 23 membres de l'UE qui sont également membres de l'OTAN, ils vont travailler en fait au niveau UE pour être mieux capables de fournir à l'OTAN ce que l'OTAN demande. Donc je pense qu'on peut anticiper derrière, et c'est écrit entre les lignes par exemple, une convergence qu'on n'a pas jusqu'à présent entre le processus capacitaire qui est piloté par l'Agence européenne de défense au niveau UE et le processus capacitaire de l'OTAN qui est le NDPP, le NATO Defense Planning Process. Oui, mais en fait, ça ne gère pas le problème qui est qu'il y a un vrai problème de confiance entre les États membres et les alliés, donc même entre les alliés de l'OTAN, où ils ne veulent pas révéler nécessairement leur capacité, même entre eux. Donc ça, c'est vraiment je pense pour moi, c'est une question qui est primordiale et centrale. À un moment, il faudra que ces alliés et ces Européens dépassent ces problèmes de confiance et qu'ils y aillent parce qu'en fait, ils n'ont pas d'autre choix. Mais je dis juste que je suis d'accord que c'est bien que l'UE commence à en fait avancer d'une manière constructive là-dessus. Je trouve juste que ça va être
intéressant de voir comment ils vont le faire. Donc ça, c'est juste la parenthèse négative. Mais sur le positif, j'apprécie énormément cette approche très pragmatique de la part de l'UE, où ils disent, en fait, nous, j'ai l'impression qu'ils se disent, la Commission, notre travail, c'est d'être des facilitateurs. Donc, on va faciliter la tâche au niveau des normes et de la bureaucratie, on va faciliter la tâche au niveau financier, ce qui va être ultra important, parce que le nerf de la guerre reste l'argent. Et en plus, ils sont dans une posture, j'ai l'impression, alors je ne sais pas si je suis en train d'être naïve ou trop optimiste, mais ils sont dans une posture où ils reconnaissent que l'échafaudage qu'il faudra utiliser, c'est l'OTAN. Ils n'essayent pas de réinventer la roue. Et donc tout ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant et très positif de leur part. Alors, une première mesure qui vous intéresse, une première suggestion que vous retenez? Non, mais c'est ça, c'est cette histoire de cette posture dans laquelle ils se mettent, qui est de faciliter et de lever les complications en termes bureaucratiques, en termes financiers et compagnie. Alors, la mienne va dériver un peu de la vôtre. Ça va être cet intérêt très réel et très central pour la mobilité militaire. Ça, c'était mon deuxième point. Ah bah, on ne s'est pas coordonné avant, je vous l'échouerai. Non, qui est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment une prérogative européenne. Ça, c'est vraiment un truc qu'ils peuvent faire. Parce que comme ils le disent, et comme je l'ai appris, je me souviens d'un très bon séminaire de l'IFRI sur la mobilité militaire qui était il y a quelques mois, où j'ai appris énormément de choses sur cette question hyper... Parce que la mobilité militaire, c'est de la logistique. Et comme le disait, je ne sais plus qui, c'est soit Napoléon, soit Omar Bradley, soit Eisenhower, les amateurs parlent de tactique, les professionnels parlent de logistique. Et c'est absolument important, et il y a des obstacles majeurs. Donc comment déplacer les capacités d'un point A à un point B? Exactement, à travers l'Europe. Et c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est que de la manière dont ils le formulent, on voit bien l'ampleur colossale de la tâche. Ils disent, voilà, on veut faire 4 corridors multimodaux à travers l'Europe, et on a identifié 500 points, 500 hotspots, 500 chantiers de tunnels à élargir pour faire passer des chars, etc., etc. Et par ailleurs, il y a ce qu'on appelle du red tape, donc des complications, des lourdeurs administratives. C'est ce qui est intéressant, parce que l'Europe s'y connaît un peu en lourdeur administrative et en bureaucratie, mais aussi donc a le potentiel pour les simplifier et pour les harmoniser, parce que c'est le bon échelon pour faire ça. Et donc je trouve ça hyper intéressant, déjà que ce soit absolument central, qu'ils comprennent qu'ils ont vraiment un truc à jouer, qu'ils ne reposent pas le truc sur les autres et qu'ils disent, voilà, ça on sait faire. Ça, il y a un chantier et on peut s'y mettre demain si tout le monde est d'accord. Sachant que différentes choses. D'abord, 95% des infrastructures de transport qui sont utilisées par les transports militaires sont des infrastructures civiles, évidemment. Ils vont utiliser des voies ferrées, des autoroutes, des tunnels, tout un tas de choses. Il y a très peu d'infrastructures dédiées au transport strictement militaire. Donc on est dans la compétence UE classique, avec un certain nombre de fonds structurels qui depuis des années sont dédiés aussi à simplifier les déplacements. Il y a une dimension normative où là aussi l'UE a un rôle historique important sur les droits de douane qui ont sauté, mais il y a quand même malgré tout des douanes volantes, des formulaires à remplir pour traverser un certain nombre de pays. Et est-ce que votre char de bataille il est à la norme ISO 9002? Exactement. Et avec un travail avec les acteurs privés, gestionnaires d'autoroutes, des acteurs locaux, collectivités territoriales. En Allemagne, les Länder n'ont pas tous les mêmes régulations sur certains transports, etc. Vos chenilles, est-ce qu'elles ne vont pas me pourrir un peu la chaussée de mon autobahn? Exactement. Et donc là, il y a un vrai rôle de l'Union européenne pour faire accepter l'exception militaire ou la singularité militaire dans ces questions de transport qui, encore une fois, sont de la compétence de l'Union européenne depuis les années 90. Avec l'exemple qui était hyper célèbre au moment où on a essayé d'envoyer des troupes sur le front Est, en Roumanie notamment mais oui, donc il y avait un problème de transport des chars parce que les ponts c'était pas ça. Allemands, les connexions des il y avait une sorte de norme. C'était les porte-chars qui avaient de l'armée française qui avaient un poids par essieu qui était inférieur, ou certains essieux en tout cas avaient un poids trop important pour l'essieu par rapport aux normes allemandes des autoroutes allemandes. Voilà. Donc on était vraiment sur des choses hyper techniques et qui a littéralement obligé les Français à faire une rupture de charge, donc à basculer les chars
sur voie ferrée, ce qui fait évidemment perdre du temps. Il faut que le train arrive, il faut le remplir. Et à faire 2 bascules de charge, du coup, de rupture de charge avant et après l'Allemagne, ce qui était quand même vraiment pas pratique. Mais donc, cette nécessité absolue de repenser la logistique, qui, à l'époque où on pensait que le pacte de Varsovie risquait de déferler, était pensé, hein. Il y avait une structure, même si l'Europe pourrait être défendue en reculant, ce qui est toujours plus facile d'un point de vue logistique. Mais voilà, là, l'idée que maintenant il faut être capable de se projeter et il faut penser tout ça. Et je trouve que si vraiment la Commission européenne réussit à faire ça, alors ce ne sera pas le plus shiny, hein, on ne fera pas des reportages aux 20h le soir sur l'harmonisation sur ces 4 corridors qui permettent de déplacer des trucs de l'ouest à l'est rapidement. Enfin, et vice-versa d'ailleurs, si jamais ça pète. Mais voilà, c'est absolument central et c'est un super point. Ceci étant, petit bémol, depuis 2017, on a un projet de coopération structurée permanente sur la mobilité militaire au sein de l'Union européenne. Donc ça fait longtemps que l'UE le sait. C'était pas dans un livre blanc. C'était pas dans un livre blanc. C'est voilà. Aucune chance de marcher. Entre-temps, on a eu 2022 où on a eu les exemples là. Je pense qu'il n'y a pas un logisticien militaire ou non militaire en Europe qui n'ait pas évoqué ces questions-là de manière extrêmement urgente dans tout un tas de séminaires, symposiums et autres à différents niveaux et les choses ne bougent pas. Donc il y a un moment, est-ce que le livre blanc en tant que tel va donner l'impulsion? On sait très bien que c'est une question politique, de volonté à un moment des autorités politiques, encore une fois nationales et locales, de dire maintenant vous arrêtez vos conneries, le char il va passer, il y a un waiver, une exception pour tel ou tel type de convoi militaire et on simplifie les choses. Encore une fois, en tout cas il y a 6 mois, l'état-major des armées me disait encore qu'il faut 60 jours pour avoir un convoi militaire qui part de Mourmelon pour arriver à Tchinku en Roumanie. 60 jours. Vous imaginez ce qui s'est passé en 60 jours, des 60 premiers jours de la guerre en Ukraine, le territoire qui a été conquis par la Russie à ce moment-là. Donc on est bien... Certes, on dit c'est du temps de paix, le jour où il y a la vraie guerre, ça sera différent, etc. Mais il n'empêche que, voilà, on est loin du compte. Mais je pense que ce qui a aussi beaucoup changé par rapport à ces questions de mobilité militaire qui existent depuis 2017, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, et je parle au cours des 4 dernières semaines, il y a eu une prise de conscience politique très importante au niveau de certains, certains pays européens, au moins 15, où maintenant ils envisagent de manière très concrète de voir déployer des troupes ensemble, soit au flanc est de l'OTAN et de l'Union européenne, c'est-à-dire les frontières orientales de l'Alliance et de l'Union européenne, soit carrément en Ukraine, ce qui n'était pas le cas même en janvier. Donc je pense que ça va aussi beaucoup accélérer cette mise en œuvre de cette coordination et de cette mise à niveau de la mobilité et des infrastructures. Deuxième tour de table, Élie, deuxième proposition. Mon deuxième point, c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui a une place importante dans le document. Alors encore une fois, il y a du plus et il y a du moins. Voilà. Hein. Non, mais c'est pour ça que c'est difficile de voilà. Le plus, c'est que l'Ukraine a une place très importante. Elle tient la juste place, à mon avis, qu'elle devrait avoir dans un document de l'Union européenne, c'est-à-dire comme défense avancée de l'Europe, et ça on le ressent très bien, je trouve, dans le document. Il le dit, il le répète, l'Ukraine c'est notre meilleure sécurité contre la Russie pour l'instant. Une Ukraine solide, c'est une Ukraine qui fixe 400, 500, 600 000 soldats russes sur le Donbass et ce front-là, et tant qu'ils sont en Ukraine, ils sont pas ailleurs, et tant que l'Ukraine a, encore une fois, la plus grosse armée d'Europe en termes de troupes mobilisées et déployées, on les a avec nous, on les a pas, on les a pas contre nous, et on a cette protection. Je veux pas utiliser le terme de tampon parce que c'est, encore une fois, ça a de mauvaises analogies historiques, mais en tout cas, ça protège l'Europe, et je pense que c'est très bien de le dire. Et ils en tirent un certain nombre de conséquences, parce qu'ils vont jusqu'au bout, on peut en discuter, mais un certain nombre de conséquences en disant qu'il faut évidemment la soutenir et lui permettre de continuer à se défendre
par ses propres moyens. On verra sur le fait qu'il jette un voile pudique sur la contribution directe des Européens à ces garanties de sécurité, mais ça, on se doute que ce ne sera pas dans un cadre UE que ça se fera. Et par ailleurs, on va l'associer de plus en plus à ce marché de la défense européen qu'ils essayent de faire émerger, en disant globalement, l'Ukraine n'est pas encore membre de l'Union européenne, mais elle aura accès pratiquement à tous les programmes de défense de l'Union européenne, au même titre que la Norvège et presque plus que le Royaume-Uni, puisque les choses sont encore à renégocier. Et donc ce statut d'État candidat lui donne déjà accès à un certain nombre d'instruments. Et ça, je voudrais revenir dessus, parce que je trouve ça vraiment très malin. Parce que c'est une manière de dire, bon, en fait, l'Ukraine peut être dans nos achats communs, peut être dans tout ça. Et c'est très malin, d'abord parce que ça facilite beaucoup, c'est beaucoup plus indolore que de mettre des gros paquets d'aide à chaque fois, etc., qu'il faut voter. Et aussi parce que ça a un intérêt stratégique en retour, qui est que ça fait profiter organiquement du retour d'expérience ukrainien. C'est-à-dire, c'est pas on ouvre un bureau pour essayer d'observer des trucs et ensuite ça passe par 3 comités pour savoir quelles conséquences ça a pour nous. C'est en fait, puisqu'ils achètent avec nous, on fait des achats communs, donc les cahiers des charges sont communs. Donc en fait, l'expérience ukrainienne, elle l'infuse organiquement. Du retour d'expérience, du savoir-faire industriel, de la capacité à expérimenter dans des cadres légaux, normatifs moins contraints, et puis de bénéficier de l'innovation ukrainienne dont tout le monde sait qu'elle est très élevée à travers des joint ventures, etc. Et puis en plus, c'est une manière très maligne d'affirmer une sphère d'influence européenne en Ukraine sans les États-Unis. Et ça, c'est une manière de faire sans les États-Unis qui n'est pas antagoniste aux États-Unis, qui n'est pas frontale contre les Américains, mais qui envoie un message très concret aux Américains en disant « Ok, on accepte que vous ne voyez pas la question ukrainienne comme nous. Pour vous, ce n'est pas une vraie question de sécurité stratégique. Pour nous, ça l'est. Donc nous, on tire nos conclusions, on fait ce qu'il faut faire. On est en train de monter un truc intégré, organique. Et sur ça, les Américains ne peuvent pas du tout s'opposer. Et puis par ailleurs, c'est le truc que vous ne pouvez pas nous enlever, c'est le pouvoir du marché européen. Exactement. C'est-à-dire, certes, vous êtes hyper... intégré, etc., c'est le vrai pouvoir intrinsèque de l'UE. C'est ça, voilà. Le gros marché, ça, vous ne pouvez pas le remplacer. Et un marché européano-ukrainien, c'est-à-dire qu'en fait, très concrètement, ils appellent à des achats communs Ukraine avec d'autres États membres de l'Union européenne, et quand on sait ce qu'achète l'Ukraine avec l'argent, que ce soit l'argent des Ukrainiens ou l'argent qui est donné des donneurs européens ou autres, mais il y a un marché ukrainien qui est pratiquement, qui consomme autant que le reste de l'Europe réunie. Donc ça double en fait sur certains segments. Et d'une certaine manière, je me demande si c'est pas le signal stratégique le plus important que les Européens envoient à la Russie depuis le début de la guerre. Parce qu'il faut jamais oublier que l'agression russe contre l'Ukraine en 2014, elle commence parce que l'Ukraine fait savoir de manière très explicite qu'elle veut intégrer l'Union européenne. C'était pas l'OTAN. Ouais, et en fait, c'est l'accord d'association avec l'Union européenne. Et là, aujourd'hui, c'est 11 ans plus tard, mais il y a une réponse réelle de l'Union européenne qui envoie un signal stratégique qui dit « l'Ukraine est ancrée chez nous ». Et ça, je vais regarder de très près la réaction des Russes par rapport à ça. Je pense qu'à Moscou, ils ne doivent pas apprécier beaucoup ce qui vient d'être dit à ce niveau. Ouais, en même temps, la concession de façade de la Russie, la seule concession de façade de la Russie depuis 2022, c'est précisément de dire, pas d'OTAN, pas d'Américains, pas de troupes au sol, pas de réarmement ukrainien. En revanche, une adhésion à l'Union européenne, pourquoi pas? Qu'est-ce qui est dans la tête des Russes derrière? C'est dramatique. Si les Russes sont d'accord, c'est que c'est pas bon. Qu'est-ce qui est dans la tête des Russes derrière? À mon avis, c'est la stratégie Orban, c'est la stratégie de dire vous voulez faire entrer l'Ukraine, vous allez avoir tout un tas d'oppositions, de nationalistes qui sont contre l'élargissement, etc. Vous allez diluer la capacité de décision des Européens et en fait, ça va vous paralyser. Mais en fait, ce qui est très intéressant, il faut au contraire tourner ce raisonnement à l'envers, parce que il faut se rendre compte de ce que c'est que la Commission européenne et donc
tout le monde est maintenant d'accord là-dessus, Orban et la Hongrie et la Slovaquie n'ont pas pu bloquer cette partie de ce white paper. Ça, c'est super intéressant. Donc même le cheval de Troie qui est devenu Orban par rapport à ça, au sein de l'Union européenne, aujourd'hui, il fait face à un vrai mur et il n'arrive pas à percer là-dessus. Ça, c'est une avancée quand même qu'il faut vraiment reconnaître à l'Union européenne. Donc ça c'est un. Et deux, effectivement, peut-être que dans leur arrière-pensée des Russes, ils se disent, de toute façon, nous, on s'en fout, on va imposer de nouvelles élections à l'Ukraine avec l'aide de notre nouvel ami Donald Trump et on va faire en sorte qu'il y ait un mec comme Loukachenko, par exemple, qui prenne le pouvoir en Ukraine et donc je suis pas sûr qu'ils réussissent à se faire élire à la fois en Biélorussie et en Ukraine. Ça va. J'ai dit pas le même. Ils peuvent le cloner, on sait jamais. Mais et ils se disent, en fait, on va avoir une marionnette en Ukraine et donc ce sera aussi un cheval de Troie. Et c'est cette partie sur laquelle les Européens doivent être beaucoup plus malins. Ils doivent dès maintenant commencer à construire des instruments pour aider la société ukrainienne le moment où il y aura des élections, parce que je pense que c'est inéluctable avec la posture américaine aujourd'hui. Il faudra faire en sorte de les aider, de les équiper à faire face à des manipulations de leur système électoral sur lequel les Russes vont mettre le paquet, comme on voit d'ailleurs en Roumanie et comme on voit c'est ça, ce qu'ils ont fait en Roumanie, ça va pas être grand-chose à côté de ce qui se prépare pour l'Ukraine. Peut-être deuxième... moi, c'était la mobilité militaire. Donc on se rejoint, donc je vais partir sur le troisième et en fait, ça s'enchaîne très bien sur ce que Élie disait par rapport à l'Ukraine, c'est cette question de... En fait, il y a toute une partie sur les partenariats à géométrie variable avec tout l'environnement, européen, que ce soit les pays qui sont candidats à être membres de l'Union européenne ou des voisins comme la Suisse qui ne sont pas candidats, mais bon, c'est des voisins, la Norvège, le Royaume-Uni. Ils vont chercher assez loin parce qu'ils vont jusqu'à la Corée du Sud aussi. Alors, voilà, et je trouve que c'est en fait très intéressant pour une fois. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il parle explicitement d'un partenariat avec la Turquie sur les questions de défense et de sécurité, alors qu'on sait que dans le contexte de l'Union européenne, Chypre et la Grèce bloquent énormément, étant donné évidemment leur contentieux et leur conflit historique avec la Turquie. Donc je trouve que c'est intéressant, à nouveau, un côté assez pragmatique, assez constructif, et parler de l'Inde, parler de la Corée du Sud, parler de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, en fait c'est pas déconnant, parce qu'on voit aujourd'hui avec la posture par exemple canadienne qui est en Amérique du Nord et qui, on a entendu le Premier ministre canadien dit très clairement, nous on est le pays le plus européen qui n'est pas en Europe. On est à 2 doigts d'une demande d'adhésion. Mais c'est clair, d'ailleurs il y avait un sondage la semaine dernière qui montrait que 46% des Canadiens veulent rejoindre l'Union européenne. Faut faire gaffe parce qu'avec la convergence Trump-Poutine, c'est le moment où généralement il peut risquer d'envahir si 2014 est un modèle. Mais bon. Non, mais je trouve qu'effectivement ces cercles concentriques géopolitiques qui dessinent. Alors, bon, il y a aussi un ordre avec est-ce que c'est une priorité, donc ils mettent l'OTAN en 1, les États-Unis en 2, effectivement, avec un paragraphe qui n'est pas disproportionné par rapport aux autres. Le Royaume-Uni, donc là on pourrait effectivement questionner l'ordre, la Norvège, le Canada. Ensuite, les autres pays européens non membres de l'UE, dont effectivement les Balkans occidentaux, la Moldavie, etc., la Turquie, et ensuite Indo-Pacifique et Inde. Donc c'est intéressant. Par ailleurs, dans le cadrage géopolitique au tout début de la partie 2, il y a des éléments pas inintéressant sur la Chine, au-delà de la Russie, avec des éléments sur Taïwan, sur le fait que une menace sur Taïwan aurait un impact majeur économique et stratégique pour l'Europe. Donc il y a un certain nombre d'éléments, on va dire, qui ouvrent vers une stratégie plus large et là aussi plus concrète que ce que offrait la boussole stratégique de 2022. Il y a des éléments relativement discrets sur le Moyen-Orient et l'Afrique aussi. Pas de partenariat direct identifié sur ces deux régions-là. En revanche, si je mets pas la Turquie au Moyen-Orient, même si on pourrait en discuter. Donc là, il y a des préoccupations, mais sans stratégie ou sans partenaire. Mais donc sur ces aspects, on va dire plus géopolitiques, c'est
pas, encore une fois, le cœur du document, et c'est pas son sujet, mais je trouve que ça ouvre des choses, et oui, sur Corée du Sud, Japon, notamment Corée du Sud, de fait, la Corée du Sud s'est imposée en l'espace de 2-3 ans comme un partenaire de défense, de l'industrie de défense majeure pour l'Europe. Source de fourniture, quoi. Mais au-delà de la source, ils construisent en Europe, avec des transferts de technologie, on est sur vraiment du partenariat industriel. Ça mérite une réflexion de savoir comment on en fait quelque chose de je veux pas dire gagnant-gagnant, c'est encore des termes assez insupportables, mais en tout cas de mutuellement bénéfique quand même pour les deux, de construit, dans lequel on réfléchisse à qui développe quoi, pour que les Sud-Coréens y trouvent leur intérêt au-delà d'un afflux de cash immédiat et de vider leur stock, comment on en fait quelque chose de plus durable, avec la question de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. C'est-à-dire que si demain il y a la guerre en Indo-Pacifique, ou dans le Pacifique tout court, les obusiers coréens qui sont destinés à la Pologne, évidemment, il va y avoir un sujet quand même sur la manière dont les faire entrer. Mais ce que je trouve très intéressant dans cette partie, c'est une affirmation de l'importance des partenariats et peut-être d'alliances ponctuelles, on verra, alors qu'au même moment que les États-Unis sont en gros en train de détricoter leurs alliances et sont en train d'envoyer un message au monde pour dire, eux, ils n'ont pas de partenaires, ni d'alliés, ni d'amis. Enfin, je veux dire, il y a quelques jours, le président américain Donald Trump a dit de toute façon, les armes qu'on envoie à nos alliés, on ne va pas leur envoyer le haut de gamme parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont arrêter d'être nos amis et nos alliés. Et donc, quand est-ce qu'on va devoir leur faire la guerre ? C'est inouï d'entendre un président américain parler comme ça. Et donc ça, pour moi, c'est aussi une certaine manière de répondre avec un signalement stratégique sans être dans une confrontation frontale avec les Américains. Moi, pour mon deuxième, je vais choisir le truc le moins sexy de tout le document, mais qui est, je crois, hyper important. Après la mobilité militaire, tu mets la barre très haut. C'est ça. Et ben, vous allez voir, c'est le changement des mandats de la BEI et du FEI, donc de la Banque européenne d'investissement. C'était mon troisième point. Et du fonds, mais on va faire que deux chacun, ça suffira. Et du fonds européen d'investissement. Vous m'avez piqué l'Ukraine déjà. C'est hyper important parce que c'est hyper complexe, mais pour le dire simplement, la défense européenne, et pas les grands groupes, mais les petits groupes, manquent énormément de financement, et de financement de capitaux privés. C'était le grand raout à Bercy de la semaine dernière, mais où ça, c'est à l'échelon national. Je ne sais pas si c'était à Bercy ou à l'Élysée, enfin, Bercy, au Trésor, ouais. Et ça, c'est une manière d'essayer d'y répondre à l'échelon national, mais on sait que la grande valeur ajoutée de l'Europe, c'est quand même cette capacité à mobiliser des capitaux, etc. Et en gros, alors je peux le dire, je suis un peu versé parce que je participais à un événement de la BEI récemment. En gros, comment ça marche ? Le Fonds européen d'investissement, c'est un fonds qui a beaucoup d'argent, qui a des milliards, qui est là pour aider les petites entreprises privées, les PME, etc., à accéder au financement, à se développer, à arriver à l'échelle, etc. Et là où c'est fascinant, c'est que c'est absolument... ça touche pas à la défense depuis des décennies. C'est absolument péché pour ce truc-là. Et là, ils sont en train de changer les mandats. Alors maintenant, ils veulent des technologies duales ou des technologies potentiellement duales. Donc on voit que la ligne est en train de bouger petit à petit. Mais enfin, je veux dire, dans les trucs, à l'heure actuelle, c'est quand même des choses à se taper la tête contre les murs. Dans les mandats, c'est pas d'armes et pas de munitions. Les activités qui peuvent financer, avec ce qui pose des questions infinies sur qu'est-ce qu'une arme et qu'est-ce qu'une munition par ailleurs, mais donc c'est vraiment une question. Mais donc c'est hyper important parce que il y a ces fonds européens qui peuvent jouer un vrai rôle pour les entreprises françaises, et puis aussi ils ont un effet démultiplicateur, c'est-à-dire que quand eux ils investissent, il y a des investisseurs privés qui suivent parce qu'ils pensent que c'est OK, et on sait que c'est le gros problème actuellement pour l'accès au financement, c'est et les financiers détestent la défense depuis des décennies parce qu'il y a un effet réputationnel. Ah là là, on est des marchands. Est-ce qu'on veut financer des marchands de mort ? On a peur des ONG, qui étaient peut-être recevables à certains égards à un moment qui ne l'est plus du tout aujourd'hui. On est entré dans un nouveau monde et donc il faut les aider à faire changer de mentalité, à comprendre que il y a de l'argent à se faire parce qu'ils le font jamais par bénévolat, mais que c'est voilà, parce que on peut dire. Je termine là-dessus, que le truc, c'est que pour accéder à l'investissement, enfin à des fonds aujourd'hui, qui investit sur ces entreprises de défense européennes ? C'est les Américains. Exactement. C'est les fonds américains qui, eux, savent le faire, eux n'ont
aucun complexe à le faire. Aucun. Ils rachètent les technos, les boîtes européennes qui partent aux États-Unis. Et donc, on est dans ce système complètement ubuesque où les épargnants européens, dans leurs fonds d'investissement, etc., leurs produits financiers, tout ça. ils investissent aux États-Unis parce que les États-Unis proposent des produits, etc., avec plus de rendement. Et les fonds américains investissent en Europe, mais sauf que eux, ils ramassent les technologies. Exactement. Et tout ça passe à la BITD américaine quand ça se passe. Et donc, il est urgentissime de changer ça. Parce que je ne sais pas si tout le monde a noté que les États-Unis, c'est plus exactement ce que c'était il y a 2 ans, ni il y a 5, ni il y a 10. Et donc, il y a un travail colossal chez les mecs qui font du pognon. Enfin, c'est vraiment les artisans du pognon qui doivent changer là-dedans. Les financiers, les fonds d'investissement européens, ils doivent vraiment changer leur mentalité. Et on est encore loin du compte. On est loin du compte. Et là, que ces institutions européennes-là changent, il faut qu'elles se bougent, il faut que ça aille très vite, parce qu'il y a un effet prescripteur, mais là, on a déjà beaucoup de retard. Et sur ça, l'Union européenne doit vraiment changer aussi ses normes d'ESG, parce que ça a été un vrai frein pour ces... Les normes ESG, donc c'est des labels qui certifient qu'on est économique, société, gouvernement. Enfin bon, bref, c'est dans des entreprises qui respectent des critères, c'est des entreprises gentilles. C'est des normes environnementales, sociétales et de qui, à proprement parler, n'interdisent pas les investissements dans la défense, mais c'est le problème de mentalité, de ce qu'on appelle l'overcompliance aussi. C'est s'il y a le moindre risque, vu qu'on peut faire du pognon ailleurs, on ne prend jamais le risque. Je pense que ça, c'est un point très important. Les auditeurs n'ont pas forcément en tête la taille des marchés. Le marché de la défense en Europe, ils le donnent d'ailleurs dans le document. Par rapport, on a une dépense de défense au niveau UE à 326 milliards. En fait, dedans, vous avez 100 milliards de dépenses d'investissement, donc vraiment qui vont dans le marché. Le reste, c'est de la dépense de fonctionnement, des soldes, etc. Sur 100 milliards, pour vous donner une idée, le marché européen du retail, c'est-à-dire de la grande distribution, des commerces, etc., c'est 3 000 milliards. Donc c'est-à-dire que pour des investisseurs financiers, se priver de 100 milliards parce qu'il y a un risque effectivement réputationnel, c'est tout à fait possible parce qu'il y a beaucoup d'autres secteurs sur lesquels investir qui sont considérés comme sans risque géopolitique et comme sans risque réputationnel. Là où on peut avoir une révolution copernicienne, c'est alors avec des incitatifs. Il y en a un certain nombre dans le document qui montrent que effectivement montrer que la défense c'est pas quelque chose de sale, mais aussi des incitatifs financiers, c'est-à-dire en faisant tout simplement grossir le marché. Et à un moment, les financiers, on connaît l'approche des acteurs, c'est-à-dire que s'ils considèrent que le marché prend une place telle qu'ils ne peuvent plus en rester en dehors au prétexte d'un risque réputationnel qui par ailleurs est plutôt en phase de réduction, les choses vont bouger. Donc il y a aussi cette approche-là. Ce qui est intéressant quand on discute avec les acteurs financiers, c'est aussi, ils ont un peu... Enfin, en gros, eux, comme Alexandre le disait, leur boussole, c'est le rendement financier. Et ils ont un peu peur de cette bulle. C'est-à-dire que pendant Covid, tout le monde leur disait qu'il faut vraiment investir beaucoup dans les capacités de production de santé, mais pas seulement, donc des trucs comme des masques, etc., parce que ça va devenir très important. Et en fait, ils vous disent aujourd'hui, 5 ans plus tard, c'est plus le cas. Et ceux qui ont fait énormément d'investissements dans ces secteurs, en fait, ont perdu de l'argent. Donc là, ils ont peur qu'il y ait un effet de bulle par rapport au secteur de défense et que dans 5 ans, on ne soit plus dans le même registre. D'un côté, je comprends leurs préoccupations, mais de l'autre, je pense qu'aussi ça trahit une méconnaissance de la bascule stratégique globale dans laquelle on est. Comme le disait Alexandre, les États-Unis ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 2 ans, ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 10 ans et certainement pas il y a 30 ans. C'est-à-dire leur posture par rapport à l'Europe et leur engagement pour la sécurité européenne ne va plus jamais être le même. C'est de la prédation. Ce que je veux dire, c'est que la différence avec les investissements américains, à une époque, c'était « ok, on collabore, de toute façon, ça nous reviendra parce qu'on achètera leurs armes ». Aujourd'hui, c'est un rapport purement rapace de prédation. Et c'est un rapport de force qui est très dur. De captation de l'innovation, quoi. Donc, même si Trump n'arrive pas à changer la Constitution pour avoir un 3e mandat, ce qui fait partie de son plan explicite, même si c'est pas un Trumpiste qui prend la suite, les États-Unis
même les démocrates ne veulent plus être autant engagés en Europe. Et ça, il faut vraiment tirer des conclusions. Ce qui veut dire que, de fait, quoi qu'il arrive, les Européens vont devoir faire beaucoup plus pour leur sécurité parce que la Russie ne va pas changer sa posture révisionniste, impérialiste, expansionniste. Et simplement, juste sur ces perspectives de long terme, alors je vais vous retransmettre l'argumentaire qui était à cet événement FEI, mais parce que je les aime bien, on n'est pas obligé de les croire, mais qui est que il y a un parallèle avec la Silicon Valley. La Silicon Valley, d'où ça vient ? Ça vient d'investissement de la défense américaine. Bien sûr. C'est de là que c'est né. Et en fait, ces trucs-là, ça a développé des technologies qui sont devenues duales, qui sont devenues complètement civiles. On peut prendre le parallèle, on peut y croire, on peut ne pas y croire, mais le fait est que les technologies militaires restent rarement toujours militaires. Et que donc, c'est pas quand on investit dans des gens qui font de la deep tech, y compris avec des finalités explicitement militaires, généralement, ça finit par avoir d'autres applications, et on ne va pas faire la liste de tous les objets de notre quotidien qui sont nés d'investissements purement militaires à la base. Donc, il y a un argument... Les choses ont tendance à se retourner quand même depuis pas mal d'années. Aussi, mais il y a un argument qui est que, de toute façon, si on pense que ces entreprises-là vont croître, et c'est évident, si on pense qu'il va y avoir des investissements publics massifs, et c'est évident, et si on pense qu'elles vont développer des trucs parce qu'on en a besoin, ce qui est assez évident, il y a quand même je ne sais pas combien de fonds d'investissement nous écoutent, mais vraiment... et c'est même pas par esprit civique, même s'il faudrait qu'il y en ait, c'est juste pour faire du pognon. En fait, là, je pense qu'il y a des opportunités. Il va y en avoir. On préférerait tous que ce soit pas le cas, mais en fait, manifestement, c'est quand même la voie qu'on suit. C'est ce que je disais sur la taille du marché, c'est-à-dire à un moment, il faut aussi en appeler à l'esprit capitaliste naturel des investisseurs et savoir que, si de toute façon, ce budget, cette dépense grossit, le marché en tant que tel... Mais pour qu'il devienne un vrai marché, il faut quand même que l'Union européenne fasse la grande réforme qui est l'union des marchés... comment ça s'appelle, l'union des marchés Capitals Market Union. Les marchés de capitaux. Mais ça, c'est ce qu'ils disent. Building a true EU-wide market for defense equipment, simplifying harmonizing rules, c'est-à-dire faire un marché unique de la défense en Europe. Et ça, ce marché unique, on en est très loin. Donc, il y a un certain nombre d'incitatifs réglementaires notamment qui veulent pousser, mais aussi commerciaux en poussant des achats en commun, etc. Aujourd'hui, et là, c'est un des angles morts. L'union des marchés de capitaux va bien au-delà de juste l'union des marchés de défense. Et je pense que ça créerait un vrai cadre financier qui serait très rentable pour les... Et je veux préciser pour les auditeurs qui auraient une sensibilité qui serait heurtée par cette espèce d'apologie du... Enfin, c'est pas une apologie du libéralisme qu'on fait d'ailleurs, du libéralisme financier. C'est juste techniquement, en fait, on vit dans des économies de marché et si on veut se réarmer maintenant, il n'y a juste absolument pas le choix. Vous pouvez vouloir que tout soit de la dépense étatique, mais je vous garantis que les impôts ils vont beaucoup grossir et que les prestations sociales elles vont beaucoup descendre. Et déjà, ça va être le cas. Il y a de la dépense étatique qui est derrière, puisqu'à la fin, ce sont que des armées qui achètent. Oui, mais il faut un effet démultiplicateur des capitaux privés qui se rajoutent à ces capitaux publics. C'est clair. Après, moi, je le dis souvent avec des gens avec qui je discute, qui appellent au retour des arsenaux d'État et à la nationalisation. Très bien, nationaliser, mais ensuite, c'est les États qui vont devoir directement investir dans la main-d'œuvre, dans l'outil productif, dans le tissu de PME. Si vous voulez nationaliser tout ça, ça va coûter beaucoup plus cher encore avant de produire. Mais après tout, pourquoi pas ? Moi, j'avais un dernier point qui était plutôt négatif. Oui, j'allais dire, on va peut-être reboucler par un dernier tour, mais un tour de choses qui manquent ou de critiques du document. Alors pour moi, la grande critique, c'est... je sais que c'est très sensible, je sais qu'ils sont encore en train de chercher le bon ton pour parler de manière plus explicite de ce changement dont on discute, c'est-à-dire ce changement fondamental des États-Unis. Mais je trouve qu'il y a encore un peu trop de wishful thinking dans ce papier. Je peux à nouveau admettre que c'est un peu compliqué pour eux de juste sortir du bois et dire maintenant les États-Unis c'est plus ce que c'était, et donc nous on tire nos conclusions. Mais quand je parlais de la section qui discute des partenariats à géométrie variable, il y a une partie sur les États-Unis et il y a une phrase qui m'a fait un peu hurler dans laquelle ils disent les États-Unis restent un partenaire critique. Ça je veux bien l'admettre parce que
juste dans les faits, dans les capacités, dans les prochaines 5 années, ça va être très difficile de remplacer toutes les capacités critiques que les Américains fournissent à l'Europe, juste par la nature du cadre de défense et de l'OTAN qui existe. Mais ils disent des efforts seront faits pour construire sur des chaînes de valeur transatlantiques qui sont très profondes et très extensives. Non, les gars. Là, c'est le moment d'arrêter de faire ça, en fait. Il ne faut pas approfondir les chaînes de valeur transatlantiques autant que possible. Il faut commencer à dérisquer. Rappelons, c'est simplement les sous-traitants. La sous-traitance de la sous-traitance, c'est l'idée qu'on a besoin de gens pour faire ensuite des produits. Voilà. Et donc, l'idée d'avoir des programmes qui sont interdépendants parce qu'on s'approvisionne aux États-Unis. Alors que je comprends très bien et j'admets qu'ils ne pourraient pas dire maintenant il est temps de dérisquer nos chaînes de valeur par rapport aux États-Unis. Je sais que c'est politiquement explosif, mais juste ne mettez pas cette phrase dans ce document. Ça aussi, une omission peut envoyer un message. Donc ça, je les trouve un peu, et je comprends parce qu'en fait, il y a une division parmi les 27. Avec les Allemands signent quand même. Ouais. Oui, non, mais c'est pas seulement les Allemands. Enfin, ouais, je veux dire, les Polonais, les Italiens, même les Néerlandais, qui eux sont en train de vraiment se mettre à jour par rapport à cette nouvelle Amérique, qui continue de dire dans des discussions il faudra quand même continuer d'essayer de faire autant que possible avec les Américains. Je comprends, parce que la réalité des capacités impose cela, mais je veux dire, il faut vraiment commencer à intégrer ce concept de dérisquer par rapport aux États-Unis. Élie, un point négatif. Non, mais juste pour réagir là-dessus, je suis d'accord avec Rim. On a travaillé avec Léo Peria, là, on a sorti un papier sur la BITD transatlantique ou non, c'est-à-dire voilà comment les industries de défense européennes et américaines pourraient ou pas, est-ce qu'elles doivent se découpler ou est-ce qu'elles doivent pouvoir trouver un modus vivendi de travailler ensemble. Je suis d'accord que le terme approfondir les chaînes de valeur est malheureux. En revanche, ce qui peut être associé à ce marché unique de l'armement, c'est d'aller vers une capacité de l'UE à faire peser son marché de l'armement, qui est malgré tout considérable et dont l'industrie de défense américaine bénéficie pleinement, pour renégocier les termes ça, c'est vrai. de l'alliance. Et en tout cas de la dimension industrielle de cette alliance. Par exemple, voilà, la norme ITAR qui est extrêmement contraignante, que les Américains imposent aux Européens alors qu'il n'y a pas de réciprocité. À l'inverse, quand les Européens produisent pour les Américains, ils doivent être sous contrôle des Américains. Mais quand c'est les Européens qui achètent américains, là, c'est les Américains qui ont le contrôle. Donc, ils ne peuvent pas tout avoir. Et ça, je pense, aller vers une relation plus équilibrée, comme on l'a dans d'autres domaines commerciaux, puisque l'Union européenne négocie à l'OMC au nom de l'ensemble du marché européen pour un certain nombre de secteurs sur lesquels il y a des accords. Ça, je trouve ça intéressant, plutôt que d'aller vers un découplage qui, effectivement, de toute façon, est illusoire au regard de la structure des forces européennes. Les F-35 que les uns et les autres ont achetés en Europe, ils seront là dans 30 ans, vraisemblablement. Donc, de toute façon, il va falloir faire avec et simplement, il va falloir renégocier. Il y a des discussions très intéressantes pour savoir, voilà, les conditions d'emploi du F-35, le cloud de combat du F-35, est-ce qu'on peut le mettre en Europe plutôt que de l'avoir aux États-Unis, et en fait, utiliser ce pouvoir de marché pour renégocier avec l'industrie américaine et avec les États-Unis. Mon point critique, il revient sur ces questions de finances. On n'en a pas parlé quand même dans les grandes sommes qui ont été annoncées. Alors il y a cette somme faramineuse de 800 milliards dont on ne comprend pas trop d'où elle sort. On comprend mieux en lisant le document que c'est bien de la dépense supplémentaire anticipée sur les 5 prochaines années grâce à en fait des autorisations de découvert et un instrument majeur. Il y a 2 instruments. Il y a un premier instrument qui est ce qu'ils appellent le SAFE, donc Security and Action for Europe, qui est en fait une capacité des États à emprunter à travers l'Union européenne, comme ils l'ont fait pour le Covid, pour une valeur de 150 milliards, c'est-à-dire au taux de l'UE et non pas à leur taux propre. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus en disant, regardez les Allemands, quand ils empruntent
en leur nom propre, ils empruntent moins cher que ce qu'ils emprunteraient par l'Europe, donc en fait c'est pas intéressant pour eux. Même les Français, ils empruntent un petit peu plus cher que ce qu'ils emprunteraient à travers le SAFE, mais en revanche ils perdent une relative autonomie de décision sur pourquoi ils achètent, donc pourquoi ils le feraient finalement. Donc ça, il y a quand même des choses à regarder, et le reste, au-delà des 150 milliards, les 650 milliards restants, en fait, c'est de l'autorisation de découvert, c'est-à-dire en fait avec une exclusion du pacte de stabilité et de croissance, les fameux 3% de Maastricht, donc 3% maximum de déficit public. Là, on a décidé de dire, alors là, vous allez sortir du calcul des 3% la dépense de défense. Et là, on voit déjà une empoignade pas possible des pays européens, parce que ça crée un effet d'aubaine pour libeller défense, tout un tas de dépenses que vous avez envie de faire, en disant regardez, ça compte pas dans le calcul de la dette puisque c'est de la défense. Et donc on a déjà une course à l'échalote entre Meloni, Merz et d'autres pour dire mais oui, mais la lutte contre l'immigration irrégulière, c'est de la défense, l'investissement dans les infrastructures, dans les autoroutes, c'est de la défense. Parce que mobilité militaire. Voilà. Et donc est-ce qu'on va pas avoir comme certains parlent de sécurisation, une forme de militarisation artificielle d'un certain nombre de biens simplement pour bénéficier de l'effet d'aubaine qui va pas forcément se traduire à la fin par une augmentation des capacités. C'est on va dire mon inquiétude plus qu'un point manquant, mais je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir regarder, d'autant qu'il y a un calendrier qui est donné. Ils disent que c'est d'ici la fin avril que les États doivent présenter en gros leur liste de courses de ce qu'ils veulent mettre pour de la dépense de défense qui sortirait de ce calcul du pacte de stabilité et de croissance. Donc c'est vraiment quelque chose à regarder dans les... Juste un point sur l'Ukraine. Moi je suis d'accord avec ce que Élie avait exposé, mais je trouve frappant qu'il n'y a pas de timeline qui est donné. Par rapport à ce rapprochement avec l'Ukraine, alors que l'urgence est vitale par rapport à l'Ukraine. On a quelques mois, on n'a pas un an en fait, pour essayer de changer la donne autant que possible avant que les Américains et les Russes se mettent d'accord et imposent une nouvelle réalité. Parce que en fait, c'est là le moment où les Européens doivent, eux, essayer de changer certaines réalités sur le terrain. Disons que c'est aussi rapide que la Commission européenne sait l'être, mais ça reste sans doute trop long. Après, il y a quelques points, je vois par exemple page 10, donc sur les munitions d'artillerie, d'arriver à 2 millions d'obus par an, et ils disent en 2025, pour que les Européens soient capables de fully fund ammunition deliveries to Ukraine, donc d'être capable de financer l'intégralité du besoin ukrainien, sachant que les Ukrainiens produisent eux aussi maintenant beaucoup plus d'artillerie qu'avant. Là aussi, quand on commence à discuter avec des experts, est-ce qu'il y a des discussions, est-ce qu'on ne fait pas de l'inflation de chiffres, est-ce que derrière on est bien à la hauteur des chiffres annoncés, et là il va falloir commencer à creuser, c'est du travail pour les chercheurs. Moi, mon dernier point, il est à la fois positif et négatif, c'est le fait il y a une insistance sur le marché européen trop fragmenté en termes de leaders industriels, je cite, with dominant national players catering mostly to domestic markets, avec donc des champions nationaux qui fournissent essentiellement des marchés domestiques, avec l'idée en filigrane que, en fait, il faudrait des grands champions européens, alors c'est une idée autour de laquelle on tourne depuis des décennies, mais que, en fait, là, c'est pas possible d'avoir tous ces fournisseurs aussi fragmentés, etc. Alors c'est bien de le reconnaître, c'est bien de le dire, mais moi je crois que j'aurais aimé un peu plus d'insistance sur le fait que peut-être que la Commission va appuyer et qu'il va falloir faire des choix. Choisir des champions. Il va falloir choisir des champions et qu'il va falloir financer ces champions et qu'il y a un pouvoir économique qui est derrière. Alors ça implique de continuer à modifier un peu les critères. T'as envie de vendre ça à Paris, toi si t'es à Bruxelles? Exact, oui, parce que il faut... c'est une grosse bataille. Il faut qu'à Paris, on accepte... C'est toujours le truc. Alors on veut que Dassault fasse l'avion du futur, on veut que KNDS fasse le char du futur, on veut que Naval Group fasse les bateaux du futur pour toute l'Europe. En fait, c'est pas possible. Il y a un truc où à Paris, il va falloir accepter qu'il y a des choses qu'il va falloir lâcher. Si on veut
mobiliser Absolument. les volontés. Il faut comprendre que ce modèle d'armée avec des industriels sur tous les secteurs, ça va pas être possible pour toujours. Enfin, ils pourront survivre, mais j'imagine. Enfin, ils peuvent pas toujours être en lead. Ils vont pas disparaître. Je pense que c'est important de le que dire. la France ne va pas être l'arsenal de toute l'Union européenne. L'acquisition aussi. Voilà, Après, exactement. c'est là encore une fois, Ça veut pas dire qu'on va apparaître on pour n'est des. pas, on n'est pas en train de dire qu'on veut que les usines en France ferment. On est juste en train de dire qu'il va y avoir des restructurations qui vont être importantes. Et que si on veut rationaliser la chose et profiter à fond du marché européen pour produire en masse, parce que c'est ça tout le truc, il faut produire en masse, donc il faut avoir des grosses usines qui produisent beaucoup, donc des gros marchés, tout le monde qui se fournit un peu des mêmes choses. Et de grosses capitalisations. Il y a des choses où on va gagner, enfin il y a des choses où ce seront les Français qui seront en lead, on peut avoir déjà certaines idées, et il y en a d'autres où il va falloir lâcher le morceau, parce que sinon ça ne peut pas marcher, on ne peut pas gagner sur tout dans une négociation, même si on n'est pas Trump pour penser ça, quoi. Peut-être coup de cœur, coup de gueule Oui, rapidement. Moi, mon coup de cœur est assez, inhabituel, mais j'ai un coup de cœur pour toutes ces réunions que les Européens sont en train de faire depuis 3 semaines. Je sais que qui enfin donne quelque chose. Je suis assez sceptique, mais je trouve que les Européens, enfin au moins 12 à 15 d'entre eux, et j'inclus, parce qu'il ne faut pas juste parler d'Européens, il y a les Canadiens qui sont dedans, il y a aussi les Turcs qui maintenant sont dedans, mais on voit qu'il y a une vraie prise de conscience qu'il faut agir, donc pas juste faire les bonnes déclarations, mais monter de vraies coalitions qui peuvent faire des choses et agir rapidement pour être utiles et efficaces. Cette semaine, il y a encore 2 grandes réunions. Il y a une réunion à Londres des états-majors et il y a une réunion à Paris des chefs politiques avec Zelensky pour continuer à construire cette réponse européenne par rapport à ce renversement d'alliance, d'une certaine manière, de la part des États-Unis sur l'Ukraine. Donc vraiment, coup de cœur, bravo les gars, continuez, mais surtout que ça ne se termine pas par une montagne qui accouche d'une souris. Donc on a beaucoup d'attentes, continuez à faire le bon boulot. Et mon coup de gueule, c'est on va l'appeler l'envoyé spécial, le négociateur en chef de Donald Trump, Witkoff, qui donne une interview complètement lunaire à Tucker Carlson. Alors Tucker Carlson, c'était un journaliste assez intelligent et assez important aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est devenu un propagandiste qui raconte que des conneries, je suis désolée, et qui régurgite la propagande russe. Et Witkoff, alors c'est là où c'est vraiment très problématique. C'était censé être un des adultes in the room. Et pas du tout. Il répète et il régurgite toute la propagande russe par rapport à l'Ukraine, mais pas seulement d'ailleurs sur l'Ukraine. Il a des positions sur l'Iran, sur la Syrie qui sont assez déconnantes. C'est pas du tout rassurant. Élie, coup de cœur, coup de gueule. Alors, beaucoup de choses, beaucoup d'hésitations comme toujours. Je suis très mauvais sur cet exercice. Bon, le coup de cœur est un coup de cœur affreusement cynique, mais vous me connaissez maintenant. J'avoue avoir un petit coup de cœur sur la saga infernale des sous-marins australiens. La Schadenfreude. Alors c'est totalement de la joie mauvaise, mais je me rappelle très bien avec quelques amis après le choc d'AUKUS et la rupture du contrat Naval Group en Australie nous a dit, en regardant un petit peu le contenu de l'accord, maintenant ça va être le temps du popcorn pour les Français parce qu'on va voir comment ils vont s'en sortir. Ça c'était à l'automne 2021 parce que franchement ça paraissait extrêmement douteux que les chantiers navals complètement engorgés et dans un marasme pas possible des États-Unis qui n'arrivaient pas à fournir à l'US Navy soit capable en plus de se rajouter une commande de sous-marins nucléaires pour les Australiens avec tout ce que ça implique en termes de formation, de personnel, de transfert de technologie à propulsion nucléaire, etc. Et donc les Australiens évidemment se rendent compte depuis quelques mois maintenant que ce truc ne va juste pas marcher. Ils ont des sous-marins classe Collins qui sont à bout de souffle. Ils ne voient pas arriver les sous-marins nucléaires américains avant 2025,
2040, avec quand même une menace chinoise extrêmement importante, et ils regardent les plans B, et en tête des plans B, il se trouve qu'il y a évidemment une chaîne de production de sous-marins nucléaires à propulsion nucléaire en France, avec la classe Suffren, puisque c'était d'ailleurs dérivé de celle-là qu'ils avaient choisi initialement leur Barracuda. Donc ça remet ça sur la table. Il y en a d'autres d'ailleurs, dont les Coréens, les Japonais, etc. Mais je trouve ça extrêmement drôle, y compris de voir un ancien amiral de l'Australian Navy dire qu'il fallait maintenant revenir et pour acheter des sous-marins français. Donc encore une fois, avec un petit peu de distance et de cynisme, parce qu'on aime beaucoup les Australiens qui restent des partenaires importants, et je me réjouis pas de leur malheur, mais la saga en tant que telle est drôle. Sur les coups de gueule, j'avais pas mal d'hésitations. J'étais parti sur la saison 3 de White Lotus, qui je trouve très très décevante. Elle est très mauvaise. Voilà, mais je me suis dit quand même si on pouvait recentrer un peu sur le cœur de métier du podcast. Je me suis dit quand même que c'est le collimateur, et donc il fallait trouver des coups de gueule sérieux, et puis malheureusement on n'en manque pas. Il y avait le limogeage du patron du Shin Bet par Netanyahou sur fond de scandale de corruption par le Qatar, ce qui était quand même un très très bon coup de gueule potentiel. Mais finalement, j'ai décidé de me centrer sur la chaîne CNews et le groupe Bolloré, qui et ça fait totalement écho au coup de gueule de Rim, nous diffuse en France de plus en plus un narratif qui vient coller à la propagande russe, et je suis un grand défenseur de la liberté d'expression, mais je pense qu'il y a un moment, il va falloir commencer à regarder les choses sérieusement. On est dans une situation de crise de sécurité face à une menace confirmée qui est la Russie, et d'ailleurs on a des débats à l'Assemblée nationale qui le confirment à travers un large pan de l'échiquier politique. C'est pas possible d'avoir un grand patron de presse et un grand groupe de médias qui font juste la propagande d'une puissance hostile à la France, et donc il y a un moment, il va falloir commencer à réagir. Et par ailleurs, enfin, bon, la latitude dont ils ont bénéficié depuis des années là-dessus, enfin, moi je trouve ne cesse de m'interroger de la part du pouvoir politique français. Moi, mon coup de cœur, ça va être quand même pour Donald Trump et son F-47 qu'il a si bien vendu. Alors, Rim a commencé à en parler tout à l'heure, mais c'est quand même tellement poétique. We'll ensure that the USA continues to dominate the skies. We've given an order for a lot. We can't tell you the price because it would give way to some of the technology and some of the size of the plane, good-sized plane. Our allies are calling constantly. They want to buy them also, and certain allies will be selling them, perhaps toned-down versions. We like to tone them down about 10%, which probably makes sense because someday maybe they're not our allies, right? Alors il le vend tellement bien ce F-45, donc good size plane. Donc, franchement, moi à la place de Dassault, j'embauche Trump comme salesman. Mais ils font une soirée depuis 4 jours, là ils n'ont pas arrêté, ils ne sont pas couchés. C'est incroyable. Non mais c'est incroyable, ça montre qu'il ne comprend rien aux alliances, ça montre qu'il ne comprend rien aux avions de chasse, rien, absolument. Puisque je rappelle que le F-47 ne remplace pas le F-35, il remplace le F-22, qui est un avion de domination, de supériorité aérienne, que les États-Unis n'ont jamais vendu. Ils n'ont jamais cherché à le vendre. Mais lui dans sa set, F-47, ça veut dire plus important que F-35, point à la ligne, parce que 47 c'est plus grand que 35. Et voilà, et donc bon courage à Boeing. C'est marrant parce qu'on a dit ouais c'est un super cadeau à Boeing qui était en difficulté. Bon courage à Boeing avec cette galère là sur les bras. Surtout maintenant. Vous savez pourquoi ils l'ont appelé F-47 ? Parce que 47e président. Exactement. Ouais. Et non, c'est la flagornerie à l'extrême. Le moment où il dit ils volent depuis 5 ans, je suis certain qu'ils volent pas depuis 5 ans et qu'il a raconté ça pour dire qu'il a pas fait son premier vol sous Biden, j'en suis certain. Bref, salesman de l'année pour Dassault ou Saab ou qui on veut d'ailleurs, n'importe qui d'autre qui fait des avions de chasse, puisque je pense que personne ne va acheter un avion de chasse américain à partir de maintenant, et tout le monde aurait bien raison. Et je suis pas sûr que personne. Là, ça semble un petit peu avancé comme je pense qu'en tout cas qu'il va y avoir des décotes et que les négociations, elles vont pas du tout être les mêmes demain qu'aujourd'hui. Sur les termes, ça c'est clair. Ça va être vraiment, ils sont partis pour des négociations de vente d'armes assez délirantes.
Et enfin, coup de gueule, le coup de gueule, c'est quand même le retour médiatique depuis quelques jours de l'inénarrable Hervé Morin, qui est notre ancien ministre de la Défense quand même, qui a présidé quand même aux coupes les plus sombres, disons du dernier demi-siècle, dans les capacités militaires françaises. Et puis aussi, alors lui il est revenu, mais c'est cette espèce d'hubris de l'homme politique qui pense qu'on a besoin de son avis sur des trucs, y compris des trucs comme ça. Et ça va aussi pour ses prédécesseurs et ses successeurs, c'est-à-dire d'une manière générale, c'est-à-dire à la rigueur c'est pas que de leur faute, il y avait un consensus relatif politique à cette époque-là, il y avait une dynamique comme ça, mais juste si on pouvait ne pas les entendre, disons tous ceux de 2005 à 2015, la décennie globalement sombre de l'équation stratégique française qui a procédé au démantèlement de beaucoup du format d'armée qu'on aimerait bien avoir encore aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de porter tout le chapeau, c'est pas forcément entièrement de votre faute, mais juste, c'est pas de votre avis qu'on a besoin en ce moment, parce que c'est votre compétence pour bâtir un modèle d'armée, elle n'est pas particulièrement reconnue par les temps qui viennent. Voilà. Merci à tous les deux. Merci Alexandre. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, notez-le, commentez-le. Sur Apple Podcast, sur Spotify. Sur YouTube aussi, je mets de plus en plus les émissions filmées sur YouTube quand j'ai le temps. Mais maintenant, j'essaie de le faire de plus en plus systématiquement. Si vous voulez voir nos têtes, en plus d'entendre nos voix. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.